Je suis personnellement convaincu que dans le vêtement masculin, on est dans le domaine de l'intemporel. C'est une roue qui tourne. Donc quand on fait semblant de dire « Ah oui, ça c'est neuf, c'est frais », il suffit de regarder dans l'histoire du vêtement masculin. En général, ça a été fait il y a 20 ans, et puis 20 ans auparavant, etc. C'est des cycles entre 10 et 20 ans. Mais parfois, les cycles s'accélèrent. Bon, les choses peuvent revenir en moins d'une décennie. Mais c'est une roue qui tourne depuis à peu près la fin de la Première Guerre mondiale. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes féru d'élégance, de vêtements, de tissus, de belles matières, si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chics et de bonnes adresses, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin, alors vous êtes le bienvenu sur le podcast Cravate Club, le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés. Aujourd'hui, j'accueille dans Cravate Club un grand passionné d'élégance masculine, un blogueur reconnu et considéré aujourd'hui comme un expert dans le domaine de l'art-tailleur et du menswear, Adriano Dirnelli. Il est également un des contributeurs de l'illustre blog Parisian Gentleman. Adriano est un fin connaisseur de l'univers du vêtement masculin dans son ensemble, du prêt-à-porter à la grande mesure. Son intérêt pour le sujet est né quand il a lancé sa propre entreprise et qu'il a réalisé l'importance de la manière dont on se présente aux autres à travers ses vêtements. Il a commencé sur Tumblr à poster des photos de ses tenues. C'était pour lui comme une sorte de journal. L'idée était de pouvoir y revenir, se rappeler de ses essais et analyser ses choix au quotidien. Il ne s'attendait pas à avoir un tel succès sur la toile. Aujourd'hui, l'étendue de sa garde-robe témoigne de cette passion. Mais d'après lui, finalement, le plus important, c'est que le vêtement doit s'effacer derrière la personne et non pas l'inverse, comme on le voit chez certains dandys. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de découverte lors de cette écoute d'Adriano, qui, j'en suis sûre, vous ouvrira à de nouvelles perspectives quant à votre approche du vêtement et du style. Bonne écoute! Alors bonjour Adriano Dirnelli. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu parler avec moi du vêtement masculin aujourd'hui. Merci de me recevoir. Est-ce que vous voudriez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Adriano Dirnelli. C'est pas mon vrai nom, c'est un nom de blogueur, mais je suis un passionné du vêtement masculin. J'ai une première partie de carrière dans la télévision, à l'antenne, et donc, puisque je me présentais tous les jours devant le public dans un cadre télévisuel, j'ai commencé à faire un peu attention à quel vêtement, quel costume, quelle cravate, quelle chemise. Et puis, c'est devenu une habitude, puis une obsession. Et au fil du temps, j'ai commencé à analyser comment ça marche, comment on choisit bien la meilleure cravate pour tel type de chemise ou tel type de costume, tel type de tissu, etc. Je me suis intéressé de fil en aiguille. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai décidé que ça valait peut-être le coup de faire un blog sur ce sujet. Donc j'ai commencé à écrire sur le vêtement. Et votre blog, il est à quelle adresse sur Internet ? Alors, il y a dirnelli.tumblr.com, il y a le même compte Instagram @dirnelli, et puis je contribue régulièrement en écrivant des papiers pour Parisian Gentleman, en anglais ou en français, ou éventuellement en répondant à des questions d'autres blogueurs, comme vous aujourd'hui, comme Julien Scavini, que vous connaissez et qui a fait l'objet, je crois, du premier numéro de cette série de podcasts. Oui, et donc c'est vrai que ça fait quelques années moi que je vous suis sur Instagram et qu'on se connaît par mon atelier de boutonnière. Et donc on peut dire que je suis plutôt impressionnée par votre garde-robe. Est-ce que vous voulez partager avec nous cette expérience que vous avez développée comment ça vous est venu cette envie de partager vos vêtements sur Instagram et sur Tumblr. C'est venu d'où en fait cette idée de faire ça ? Alors, donc comme j'expliquais, j'ai commencé à creuser le sujet du vêtement masculin en étant convaincu au bout d'un moment, après la lecture de certains textes fondateurs comme le livre d'Alan Flusser sur Dressing the Man, qu'il y avait presque une science du vêtement masculin, puisqu'on peut établir un canevas
autour de quelques règles de base et ensuite faire varier. C'est comme des jeux comme les échecs, etc. Il y a des combinaisons qui marchent et il suffit de les connaître. Donc, au fur et à mesure que j'ai commencé à interpréter, à expérimenter, je me suis dit, jamais je vais comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché si je ne prends pas le recul de regarder à tête reposée si j'aime ou pas telle combinaison. Le jour J, quand on met la combinaison, on se dit j'aime bien, mais après, au fil de la journée, on se dit mais non, mais finalement ça marche pas si bien que ça, j'aurais peut-être dû mettre une cravate plus claire, qu'est-ce que ça aurait donné avec une pochette, etc. Donc vous posez toutes ces questions pour arriver finalement à la combinaison parfaite quand vous commencez à approcher le sujet d'une manière ludique, comme un jeu, comme un puzzle. Et donc je me suis dit, un bon outil pour faire ça, et donc c'est là l'apparition de ce blog, c'est de pouvoir prendre une photo et de la regarder à tête reposée. Alors j'aurais pu effectivement me faire des photos juste dans une bibliothèque personnelle et puis les passer en revue a posteriori. Et puis, comme dans la blogosphère, en fait, il y a des outils automatiques qui sont tellement simples d'utilisation, plutôt que d'enregistrer ça sur son disque dur, vous créez un compte, vous enregistrez la photo, vous allez partager avec le public, mais finalement, c'était pas l'objectif initial, c'était pas de montrer aux autres, c'était d'avoir un endroit où je pouvais aller sur Internet et revoir différentes combinaisons pour en tirer des leçons, éviter de reproduire la même combinaison trop souvent en essayant de faire varier pour voir ce qui marche mieux. Donc ça a commencé comme un aide-mémoire, un bloc-notes personnel de mes tenues. Parce que et ça a commencé il y a combien de temps à peu près ? Je crois que les premiers posts remontent à 2011 de mémoire. Ah oui, ça commence à faire un bout de temps. Voilà. Et donc, en fait, petit à petit, vous avez eu de plus en plus de followers et ça s'est fait comme ça Oui, parce que ce qui se passe au bout d'un moment, déjà, pour ne pas tourner en rond autour du gris et du bleu, qui sont quand même la base, vous dites, tiens, tant qu'à faire, je vais acheter cette veste parce qu'elle est un peu différente, décalée. C'est juste par un phénomène d'usure, de lassitude, de ne pas reproduire les mêmes schémas, vous commencez à rajouter de la couleur, du motif, juste pour ne pas vous ennuyer de vous-même. Bon. Et à partir du moment où vous faites ça, vous créez des choses un peu plus osées. Puis les gens sur Internet sont très, très sensibles à des photos qui marquent une différence. Et donc vous vous apercevez que les gens gravitent d'abord vers quelque chose qui les a interpellés visuellement. Tiens, ça c'est osé. Tiens, oh là là, j'aurais pas imaginé qu'on puisse porter une veste bordeaux. Vous voyez ce genre de combinaison qui interpelle sur Internet, parce que l'Internet c'est un médium absolument visuel et il vous pose des questions. Donc c'est l'autre aspect du blogging, c'est qu'au-delà de ce côté, je fais une espèce d'archive personnelle de mes différentes tenues, il vous envoie des questions. Et moi j'ai trouvé très intéressant cette interaction avec le public, les followers, où vous voyez apparaître un certain nombre d'interrogations. Peut-on réellement associer ceci et cela ? Bon, j'avais la chance d'avoir beaucoup d'historique, donc je pouvais pointer vers, oui, je l'ai déjà fait d'ailleurs, voici le lien. Ou alors de dire, ça, effectivement, ça pose un défi particulier. On se retrouve à rentrer en dialogue, à expliquer pourquoi, selon quelles règles ça peut ou ça peut ne pas marcher. Et donc ça, c'est très stimulant. J'adore les questions des followers, surtout lorsqu'elles m'aident à penser dans une nouvelle direction que j'ai jamais couverte. Malheureusement, et je dois bien l'avouer, il y a beaucoup de questions qui tournent en rond parce que vous apercevez que le niveau moyen est assez bas. Beaucoup de gens sont encore au premier niveau de l'expérimentation, donc ça tourne toujours autour de est-ce que je dois absolument porter un pantalon gris avec un blazer bleu, enfin voilà, des basiques. Alors c'est intéressant, mais je renvoie les gens à finalement des choses qui ont été dites, redites. En fait, la base, c'est vraiment ce livre un peu Dressing the Man dont tout le monde parle, j'ai l'impression, et ensuite on peut varier autour de Absolument, autour de ça. Absolument. Ce livre est une lecture essentielle parce que ça vous donne en fait des clés de lecture pour comprendre pourquoi quelque chose peut ou ne peut pas marcher, des règles de base sur les combinaisons de couleurs basées sur la notion de contraste ou de couleurs complémentaires, des notions de base autour de l'association des motifs sur la taille, l'espacement des motifs dont en fait on veut chercher également une complémentarité, voilà, un motif resserré pour s'associer avec un motif plus large, mais pas deux motifs larges ou deux motifs serrés, ce genre de choses
Pas de motifs larges. Vous pouvez réexpliquer Non, mais voilà, une règle de base, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait une harmonie dans l'association de plusieurs motifs, il faut que l'échelle des motifs soit différente. Si vous faites, par exemple, une chemise avec une rayure qui a un certain espacement, il faudrait éviter que l'espacement de la rayure de la veste soit pareil. Idéalement, une chemise rayée peut-être avec un motif prince de Galles, c'est des motifs qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas les mêmes échelles d'espacement à l'intérieur du motif. Par contre, si vous mettez une chemise à rayures fines et rapprochée avec une cravate avec des petits points rapprochés, eh ben vous avez une confluence des échelles entre le petit motif de la cravate et le petit motif rayé rapproché de la chemise qui fait qu'en fait on a un effet d'optique assez dérangeant, comme quand on regarde certains tableaux abstraits qui vous donnent mal à la tête. Eh bien, c'est pareil. En fait, la complémentarité se joue sur le fait qu'on est dans des réponses par juxtaposition, opposition. Il faut que certaines choses se répondent entre elles en ayant un choix de motifs différent, mais aussi même une échelle de motifs qui soit différente. Donc, ça ne suffit pas de changer de motif. Si c'est un motif différent mais à la même échelle, c'est pas bon non plus. Voilà, on change de motif et idéalement d'échelle. Mais on peut rester aussi sur des motifs similaires, mais alors il faut que les échelles soient complètement différentes. Par exemple, une fine rayure de la chemise peut s'accommoder éventuellement avec une cravate club, avec des rayures diagonales très espacées, ça marche. Alors qu'habituellement on dit on peut pas associer deux rayures, c'est pas tout à fait vrai non plus. Vous voyez, il y a toutes sortes de subtilités comme ça qu'on finit par voir et tout est raconté dans le livre d'Alan Flusser au départ, qui lui a, je pense, codifié une fois pour toutes. Une fois pour toutes, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que de nos jours on peut se permettre, qu'on ne pouvait pas se permettre du temps où il a écrit son livre ou... C'est vachement intéressant comme question et je vous remercie parce que je crois que cette question on ne me l'a jamais posée, donc ça fait partie de ces questions qui font avancer le débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une intemporalité ou est-ce qu'il y a une modernité ? Je suis personnellement convaincu que dans le vêtement masculin, on est dans le domaine de l'intemporel. C'est une roue qui tourne. Donc quand on fait semblant de dire « Ah oui, ça c'est neuf, c'est frais », il suffit de regarder dans l'histoire du vêtement masculin. En général, ça a été fait il y a 20 ans, et puis 20 ans auparavant, etc. C'est des cycles entre 10, 20 ans. Mais parfois, les cycles s'accélèrent. Bon, les choses peuvent revenir en moins d'une décennie. Mais c'est une roue qui tourne depuis à peu près la fin de la Première Guerre mondiale, pour une raison simple que je vais expliquer aussi ici aux auditeurs. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait une certaine forme de vêtements masculins, des manteaux beaucoup plus longs. On sortait d'une autre époque où la coupe victorienne n'était pas tout à fait apparentée à ce qu'on voit après la Première Guerre mondiale, où les hommes sont partis à la guerre et il y avait des vestes d'officiers militaires qui étaient un peu plus courtes, avec un revers d'un certain type, etc. Et en fait, en rentrant de la guerre, l'habitude a été prise d'avoir ce genre de veste de coupe militaire et ensuite, c'est devenu un peu la base de la coupe. C'est devenu, pour utiliser un terme, de lounge suit, c'est-à-dire la veste décontractée. Alors que pour nous, ça paraît très, très formel, mais à cette époque-là, le formalisme, c'était ailleurs, c'était dans les vêtements du soir et d'autres types de combinaisons. Et voilà, donc le vêtement militaire a complètement changé la donne et on s'aperçoit que dans le vêtement masculin, il y a une histoire simple, c'est la même. Vous regardez les grandes coupes du vêtement militaire du début du XXe siècle, que ce soit le manteau, que ce soit le manteau de marine façon caban, etc. En gros, tous les manteaux et puis la veste sport ou même la veste croisée qui est plutôt d'inspiration marine, tout ça se sédimente en gros au lendemain de la Première Guerre et devient les codes du vêtement masculin qui sont encore avec nous un siècle plus tard. Donc quand on dit ouais, modernité, je réponds non, regardez l'histoire et vous verrez que c'est un éternel recommencement de choses qui ont été mises en place à partir des années 20 et vous regardez les vieilles illustrations, on retrouve tous les mêmes thèmes, les mêmes associations, voilà, tout a déjà été fait et c'est ça qui est formidable, c'est ça que j'adore et que j'essaie avec moi j'essaie d'expérimenter avec ça pour aller revisiter finalement, voir est-ce que ça marche pas, essayer de comprendre quoi.
Et par exemple, j'ai l'impression quand même que le vestiaire masculin, le style tailleur est quand même légèrement lié avec la mode. La mode actuelle, vous Oui, voulez la dire? mode actuelle, dans le sens où il y a des périodes où vous dites que effectivement c'est revenu depuis la Première Guerre mondiale, mais que il y a eu des périodes en ce moment, par exemple, où les revers des vestes sont pas très très larges, les cravates aussi sont assez fines, et donc en fait c'est comme un peu lié un peu à la mode, non Alors là aussi, question très intéressante. Merci Jessica, parce que vous posez des questions qu'on n'a pas l'occasion de voir sur mon blog, donc c'est super. Je pense qu'il faut séparer deux choses. C'est la mode d'un côté à l'intérieur du vêtement classique masculin, c'est-à-dire une largeur de revers, une largeur de cravate, une largeur de pantalon, etc. Voilà, donc effectivement, le vêtement masculin de base, lui, ne change pas. C'est le costume, c'est la veste, c'est la cravate. Et il y a des petits marqueurs stylistiques de l'époque, années 20, 30, 40, 50, 60, etc. Bon, mais en gros, le schéma de base ne bouge pas. Et après, il y a ce que j'appelle la mode, c'est-à-dire, on dirait fashion aussi, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu plus extravagant, personnalisé, influencé par la rue, influencé par d'autres pans de la société, comme le sport, voilà, des choses qui, finalement, n'ont plus rien à voir avec le vêtement masculin classique. Et là, on est certainement dans le vêtement masculin, costume, cravate, complètement imperméable à ces mutations-là, qui en fait sont un courant qui traverse la société sur un autre cycle et qui change tout le temps, et ça déborde de créativité, etc. Donc on ne peut jamais dire il y a une mode dans le vêtement masculin parce que finalement les bases du vêtement masculin, eux, ne changent pas. C'est vraiment à la marge. J'adore le fait qu'il y a un magazine de mode masculin américain qui a donné son nom. Le nom du magazine, c'est Details. Je crois que c'était apparu dans les années 90. Bon, je lis pas forcément ce genre de magazine, mais j'ai trouvé que ça capturait bien l'essence de la mode masculine. C'est Details, c'est-à-dire les détails. En fait, toute la mode masculine, c'est pas des grandes ruptures, c'est du détail, et c'est ça qui fait le charme, c'est que tout se joue à la marge, dans une petite subtilité. Mais si après on passe dans l'autre champ qui est celui de la grande mode, là on est sur une autre planète qui, moi, ne me touche pas, et c'est pas le sujet dont je m'occupe. Et là où je vois une convergence simplement aujourd'hui, c'est que c'est devenu un peu à la mode pour des gens qui ont une certaine influence de l'univers de la mode, de se rhabiller dans le vêtement classique masculin. C'est comme si ce qui nous intéresse, nous, le vêtement classique masculin, avait fait un pont vers un autre pan de la société, et ça, je pense que c'est de très courte durée. Je pense que les gens qui ont adopté le costume cravate juste parce qu'ils trouvent que c'est à la mode vont le délaisser aussitôt lors du prochain cycle et reviendront à leur fameux basket, ou souhaiteront combiner leur basket avec leur costume. Bref, c'est des choses qui partent dans une autre direction. Oui, c'est vrai. Puis on voit aussi, je trouve, beaucoup sur Instagram des hommes qui portent des costumes très mode, on va dire, très serrés. On a l'impression qu'ils veulent pousser le style slim, en fait, jusqu'aux vestes et aux pantalons, qui du coup, on a l'impression qu'ils peuvent pas trop se déplacer correctement. Alors, c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que la mode, au sens large, elle est faite d'exagération. Pour exister, elle a besoin d'être un petit peu hors norme, et donc elle va aller s'amuser du côté du costume un peu court, serré, voilà, faisant référence à ce qu'on appelle la pop suit, voilà, des choses d'inspiration des années 60, je dirais, disons, une certaine époque des Beatles ou de certains groupes comme ça au début de leur carrière. Ok, soit. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir d'autres créateurs de mode qui vont dire « Ah ouais, non, mais ce courant de mode, c'est très bien, on l'a trop vu. Nous, on va aller faire des pantalons ultra larges. » Et on a vu certaines collections de maisons de mode essayer de proposer leur version du costume avec des épaules trop exagérées, etc. Donc, en fait, dans cette planète de la mode, eux se battent sur les extrêmes en essayant d'exister, en décalant le truc au maximum. Alors que pour nous qui sommes des passionnés de mode, c'est-à-dire vêtements masculins classiques, donc le style éternel, on est à l'intérieur d'un champ de jeu qui joue uniquement sur des permutations
de détails, et c'est dans le fait de connaître ces détails, de comprendre pourquoi il y a une subtilité ici ou là, que nous on prend notre plaisir, et c'est pas du tout le même type d'esprit que la mode au sens large. Mais je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'avoir une certaine sensibilité justement pour voir ces détails-là qui nous intéressent, nous, mais que peut-être certains ne voient même pas en fait. Ah non, mais on est complètement d'accord. Merci encore de la question. C'est-à-dire que c'est une éducation de l'œil. Et moi, je peux trouver des analogies dans tous les domaines artistiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont aimer des choses très voyantes. Et donc, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, c'est facile. On voit comme le nez au milieu de la figure ce qui se passe. Par contre, pour comprendre à l'intérieur, plus en détail, pourquoi telle variation sur ce tableau qui semble finalement tout à fait convenu, pourquoi entre ces deux tableaux qui sont figuratifs, il y en a un qui est un chef-d'œuvre et l'autre qui est simplement un gentil portrait, etc. Ça nécessite de connaître une histoire, de connaître une intention, de voir en quoi le peintre qui a, à un moment donné, peint le portrait de cette manière-là, en utilisant la lumière de cette manière-là, était en train de faire une révolution. J'ai vu récemment l'expo à Jacquemart-André sur Caravage, et finalement, bon, si vous connaissez pas la peinture de la Renaissance, vous dites ça ressemble à tous les autres tableaux, mais quand vous connaissez, vous dites ah tiens, ce gars-là, il s'amusait par rapport à la lumière et aux zones d'ombre et d'obscurité à faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Donc en surface, vous voyez pas. Par contre, si vous comprenez comment la plupart des tableaux de l'époque étaient structurés par rapport à la lumière, et Caravage qui laisse des pans entiers du tableau en noir justement pour faire ressortir les zones de lumière, ça avait beaucoup plu à l'époque, c'était disruptif, et aujourd'hui on se dit c'est où le truc quoi. Et donc il faut avoir une éducation de l'histoire, des courants de pensée, etc. L'art tailleur c'est pareil, mais vous avez ça dans le vin. Il y a des gens qui justement, voilà, il y a des gens qui disent un Bordeaux c'est un Bordeaux, et puis d'autres qui disent mais non, mais attention, à l'intérieur de Bordeaux, selon le pourcentage de Cabernet Franc par rapport au petit verre d'eau, etc., c'est pas du tout les mêmes notes, ni selon l'exposition, etc. Donc ils rentrent dans des niveaux de détail. Les Japonais sont au top du top du top de cette approche du vêtement, et puis nous, en France aussi, on a cette culture, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour des cultures qui ont le sens de l'histoire, du détail, de qu'est-ce que c'est que d'aller chercher la perfection par le détail qui tue. Et après, il y a d'autres courants de pensée qui sont, voilà, qui passent à côté de ça et qui aiment juste les trucs en grand. C'est pas du tout mon style. Et moi, mon blog s'adresse finalement à des gens qui ont un peu la même pensée que moi. C'est d'aller voir en profondeur, au niveau du détail, le truc qui tue. Voilà. Si vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de vos goûts personnels. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas encore testé et que vous aimeriez expérimenter en matière de style. Alors ça, c'est une question très difficile pour moi parce que je crois que je suis allé au bout du bout là. Au bout du bout, ça y est. Franchement, je crois que je dois avoir plus de 300 costumes. Le nombre de cravates, je veux dire, ça se compte à plus de 1000. Les chemises, je fais une expérience actuellement, c'est de ne pas porter la même chemise avant de les avoir toutes portées. Et je pense que c'est possible que je puisse terminer une année sans reporter 2 fois la même chemise, si vous voyez. Donc c'est tellement pharaonique comme collection ce que j'ai amassé à force d'expérimentation. Que je suis en train de me dire que ça devient compliqué pour moi de trouver un pan du vestiaire masculin classique que je n'ai pas expérimenté. On avait sur le blog fait un petit test où je recevais régulièrement des challenges, c'est-à-dire j'avais invité des gens à me proposer une tenue que j'aurais ou pas déjà essayé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que si le public me demandait une tenue que j'avais pas déjà faite, j'essayais de créer la tenue. Si je l'avais pas déjà faite ou si j'arrivais pas à la créer, c'était un point pour le public. Et si je l'avais déjà faite ou si j'arrivais à la créer, c'est un point pour moi. Je sais plus où on en était resté parce qu'après je me suis lassé, je suis passé à autre chose, mais c'était intéressant que les seules tenues où on pouvait vraiment essayer de m'avoir, c'était des propositions de tenues qui étaient trop extrêmes pour que je puisse même moi vouloir les tenter. Vous voyez, je sais pas, est-ce que vous avez déjà mis une veste rose? Bon, ok.
C'est vrai, j'ai pas de veste rose dans ma garde-robe, mais en même temps, je n'ai pas d'utilité de créer une tenue autour d'une veste rose. Donc, c'est pas très amusant comme challenge. Et si on reste par contre à l'intérieur de tout ce qui est métable, bon là, j'ai vraiment tout essayé, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous n'oseriez pas porter, ou alors c'est vraiment une question, vous osez ce qui vous plaît, vous osez, et puis vous posez pas de questions. C'est pas une question d'oser ou de pas oser pour moi. C'est une question de dire, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose d'élégant avec ce type de pièce? Il y a des choses qui ne me parlent pas. J'ai pas envie de les essayer parce que c'est pas mon goût personnel. Mais c'est pas une question d'oser. Au contraire, s'il y a par contre des choses où je me dis, tiens, c'est un peu osé, c'est vrai, mais je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'ai déjà porté des costumes blancs, 3 pièces blancs, 3 pièces blanc lin d'été, 3 pièces crème d'hiver, flanelle, etc. C'était parce que j'ai commencé à voir dans des photos des looks qui avaient réussi à faire pareil d'une manière qui m'avait plu visuellement, donc je l'ai tenté moi-même. Donc sur le papier, on dit ouais, costume blanc, c'est trop, il faut oser, mais en même temps, quand vous regardez certaines, je dis n'importe quoi, même des publicités Ralph Lauren ou des vieux trucs, voilà, anciens, très décontractés, chic, Riviera, etc. Vous voyez des choses très très sympas et vous vous apercevez que vous pouvez aller vers ça. Moi, la seule règle que je me suis appliquée, mais elle vient pas de moi, mais un jour je lisais un commentaire sur un blog, une question était posée à un blogueur, est-ce que je peux porter un pantalon rose, mettons. Bon, on sait bien qu'il y a un look un peu blazer, bleu marine, pantalon rose, ça fait très New England, ouais, Nouvelle-Angleterre, voilà, l'été, bref, preppy. Eh bien, le gars répondait, parce que c'était sur un blog américain, écoutez, si vous avez le moindre doute, c'est que vous n'allez pas y arriver. Et là, je me suis pris ça en pleine face en disant, ouais, en fait, cette histoire, c'est une question d'esthétique, mais c'est aussi une question de confiance en soi. On arrive à porter certains vêtements à condition de les assumer pleinement. Et là, on se balade comme si de rien n'était, on est bien, les gens vous sentent bien dedans, tout fonctionne. Par contre, si vous y allez et que vous n'assumez pas ce pantalon rose, etc., il y a même au niveau de votre manière d'être quelque chose qui se ressent et on se dit ça ne colle pas. Donc il faut, pour les choses un peu osées, les assumer, mais sans état d'âme, sans le moindre doute. Il ne faut pas douter de soi. Hein. Donc, si vous ne doutez pas de vous, finalement, il y a des chances que ça passe. Donc, c'est lié même à la personnalité et à ce que vous projetez aux autres. Donc, on est au-delà. Et vous pensez qu'on peut apprendre à assumer des choses qu'on aime et qu'on n'ose pas, par exemple ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas y aller du jour au lendemain. Et donc, mon cas personnel est un exemple. Je voyais des choses qui me plaisaient visuellement, mais je n'aurais pas osé. Je me dis, oh là là, c'est un peu... Et puis... Donc, vous n'y allez pas en direct. Vous décalez petit à petit. Ah ben, je vais essayer un pantalon légèrement plus clair. Puis vous dites, ah ouais, ça marche bien ça, etc. Et vous arrivez jusqu'au pantalon rose. À la fin d'un cycle où vous dites, non mais jusque-là, j'ai essayé le pantalon un peu clair. Je suis allé sur des coloris plus conservateurs, mais plus clairs. Et voilà, par itération, il y a un moment donné, vous vous jetez, vous dites, ah ben ça marche. Mais c'est parce qu'au moment où vous jetez, vous êtes prêt. Et vous avez fait un certain chemin pour être prêt, donc tout se passe naturellement. C'est intéressant. Et qu'est-ce que vous regardez en premier dans une tenue quand vous abordez quelqu'un comme tout le monde, je pense qu'on regarde ce qui se voit le plus. Donc, il va y avoir déjà des choix de couleurs et de motifs qui vont vous frapper. Vous dites, ah tiens, bien vu cette association de couleurs, etc. Mais ça, c'est dans le cas d'une tenue qui joue autour des associations de couleurs, de matières, de tissus, parce que c'est ce qu'on va voir le plus dans ce type de tenue. Maintenant, si on est à l'autre extrême, c'est les classiques, le bleu, le gris, etc. On ne peut pas vraiment se déterminer par rapport à une couleur parce que c'est la couleur qui est faite pour ne pas être remarquée. Donc, vous allez regarder d'abord la coupe. Et puis, finalement, au bout de quelques itérations à regarder les vêtements comme ça chez les autres, vous regardez les deux. Hein. C'est, ah ouais, non seulement c'est bien coupé, mais il y a les choix d'association de tissus, de motifs, etc. Mais si je devais choisir, je dirais d'abord la coupe. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir le meilleur jeu de couleurs ou de tissu. Si la coupe est mauvaise, la tenue est mauvaise. Inversement, comme les goûts et les couleurs, c'est un peu subjectif, vous pouvez ne pas être d'accord avec le choix de la personne sur telle couleur ou tel motif, mais à un moment donné,
Si ça claque parce que le vêtement il est impeccable, il tombe bien, il est parfaitement coupé, vous pouvez plus facilement pardonner certains excès en se disant oh bah il se fait un délire là, etc. Moi j'aurais pas osé cette association, ou même je la trouve moche, mais je respecte son choix d'avoir voulu faire ça parce que ça c'est quelqu'un qui sait s'habiller, on le voit au niveau de sa coupe. Donc en fait le premier juge de paix, c'est de regarder si la personne a un bon critère, une espèce de baromètre interne, un œil pour sa coupe, sa proportion par rapport à son physique, etc. Une longueur de manche, une largeur d'épaule, une longueur de veste, une largeur de pantalon, longueur de pantalon, et puis même comment le vêtement tombe. Tout ça, vous l'analysez en une demi-seconde et vous dites ça, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est qu'une silhouette. Et donc après, le reste, vous pardonnez plus facilement. Par contre, quelqu'un qui est très très fort en jeu d'association de couleurs, etc. Je dis n'importe quoi, un type qui s'habillait harnisse, vieille époque, etc. Si ce vêtement lui tombe comme un sac, bah, grand bien nous fasse qu'il a acheté un super cachemire jaune pour porter avec un velours côtelé vert au niveau du pantalon, etc. On va pas saluer le geste au niveau de l'exubérance des choix de couleurs et de matière, même si on sait que tout ça a coûté une fortune et que c'est les plus beaux tissus, parce qu'on se dit tout le look lui va comme un sac parce qu'il n'y a aucune proportion, il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est les grands critères. Et je crois que le livre d'Alan Flusser, vraiment, il met ça en avant. Il dit, attendez, le seul truc qu'on peut juger d'abord, c'est le fit, le style, la coupe, parce que là, on ne peut même pas savoir combien vaut le costume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça peut être un prêt-à-porter dans un tissu bas de gamme, mais si ça tombe impeccablement, vous dites la classe. Inversement, vous portez un cachemire mélangé de vigogne, etc., mais dans une coupe dégueulasse, mais on s'en fiche carrément de savoir que c'est un vêtement qui vaut 10 000 euros. C'est juste moche. C'est vrai. Donc vous êtes, en fait, aujourd'hui, vous êtes devenu ce qu'on appelle un influenceur. Et est-ce que vous avez de l'autre côté des personnes qui vous inspirent, vous? Ah oui, plein. Alors après, vous voulez citer quelques personnes qui vous inspirent? Je vais citer des grandes catégories parce qu'en fait j'en suis beaucoup, et après alors de qui je vais me souvenir, qui va se sentir insulté si je les cite pas, mais je vais vous expliquer comment je vois le truc. D'abord, je suis très sensible à des gens qui sont comme moi, des gens un peu de la vie ordinaire. À partir du moment où on passe dans la sphère professionnelle, on se dit, bah là, il y a toute une recherche qui est faite autour de la qualité de la photo. Le mec, il est en train de faire son business, donc c'est normal, hein, c'est normal qu'il fasse l'effort. Et puis le type, il a assimilé les codes, donc voilà, c'est normal que je trouve cette photo belle, mais on est pratiquement dans le registre de la publicité, c'est-à-dire c'est voulu. Et donc, on sent le mouvement. Et je suis beaucoup plus sensible à des gens de la vie ordinaire dont on voit la personnalité. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça, Alan Flusser même le dit, donc tout revient à Flusser, c'est que le costume, il ne sert qu'à mettre en valeur votre visage. Et là, je vais expliquer un peu ce qu'on veut dire par ça. C'est que le visage, c'est le reflet de la personnalité, c'est là où se joue tout le charme, la séduction, c'est dans le regard, etc. Bon, et quand on regarde ce qui se passe au niveau du costume, on offre avec une chemise claire une espèce de contraste de lumière sous le visage, avec cette cravate qui forme comme une ligne vers un col de chemise qui forme comme une flèche. Donc déjà, il y a quelque chose de la cravate et du col de chemise qui forme comme une flèche qui pilote votre regard vers le haut, vers le visage. Et ce costume qui est souvent foncé offre ce contraste par rapport à la chemise. Donc en fait, vous avez ce petit losange de tissu blanc avec la flèche qui pointe vers le visage et le contraste foncé clair. Tout ça est fait pour donner comme un cadre le plus valorisant possible, le plus flatteur possible au visage de la personne. Donc c'est pas le costume en lui-même qui est l'attraction ou ce que l'on doit regarder. Si on est en train de regarder votre vêtement, c'est qu'on n'est pas en train de vous regarder vous. Or, le vêtement, c'est un accessoire pour vous mettre en valeur. Et vous, c'est vous dans votre personnalité, votre visage. Voilà. Donc, faut jamais l'oublier. Donc, il faut que le vêtement se mette au service de vous-même et pas au service de lui-même. Hein. Il faut pas que le vêtement vous vole la vedette. Il doit vous mettre en valeur. Et donc, moi, je regarde ça. Je me dis, est-ce que on sent à travers ce vêtement quelque chose au niveau de la personne, son visage, et on voit bien que les portraits juste du vêtement sans la figure de la personne nous parlent moins. Je le sais, d'autant plus que je l'ai fait moi-même. Hein. J'ai coupé ma tête sur certains portraits au début,
Puis j'ai commencé à assumer le fait de me montrer dans mon visage, et les retours que j'ai eus, notamment de quelqu'un que je respecte beaucoup, je vais le citer lui pour le coup, Nicolas Gabard de chez Husbands, et il m'a dit: ce que j'adore dans tes photos, c'est qu'on voit ton visage et au fond on se fout du reste. On voit que c'est élégant, etc. Mais tu montres ta personnalité et donc on va adhérer au tout parce qu'on a l'impression de te connaître, ou en tout cas on a envie de te connaître, etc. Et tout ça n'est possible que par le regard, le visage, etc. Donc tout passe par là. Et donc maintenant, pour revenir aux influenceurs qui me parlent, j'en ai certains que j'admire, mais qui coupent leur tête, et donc je me dis, jamais je vais avoir la vraie connexion avec lui. Bon, il se trouve que des fois je suis en dialogue avec eux par ailleurs, donc j'apprends à les connaître, mais ils ne m'auront pas touché au début autant que quelqu'un qui est très bon dans sa tenue, et on se dit c'est un gars ordinaire comme moi qui travaille, qui va au bureau, voilà. Donc ça me touche beaucoup plus. Bon, je respecte les professionnels, hein, parce que y a quand même des gens qui font des trucs super, c'est bien vu, c'est osé, y a un esprit, y a un certain génie, donc voilà, je les respecte et je les admire, et ils m'influencent beaucoup, mais quelque part, j'aime les vraies personnes, parce que je m'identifie plus à eux. Je me dis, voilà, on est en train de jouer le même jeu, on est juste en train d'expérimenter et de partager un parcours personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fait en train de faire de la génération d'audience. Vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose. Voilà, l'idée de faire tout ça pour générer plus d'audience et plus d'influence, je dois rappeler que je gagne ma vie, et très bien par ailleurs, dans un domaine qui n'a rien à voir avec le blogging, et donc je fais ça pour m'amuser. Donc le fait de s'amuser, c'est une forme d'authenticité, de sincérité, et il ne faut pas avoir la finalité d'avoir plus d'influence, plus de followers, comme étant le critère numéro 1 du succès. Si on arrive à s'amuser, faire des belles rencontres et partager avec sincérité quelque chose, et donc avoir un niveau d'engagement avec son public qui vous stimule, je pense que c'est la récompense en elle-même, et j'adore le fait d'avoir fait du blogging, dans le fait que ça m'a ouvert des portes pour rencontrer des gens, avoir des discussions intéressantes, et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires grâce à ça. Mais dès que ça bascule dans l'autopromotion et le mercantilisme, à un moment donné, ça vous laisse un petit goût dans la bouche tout ça n'est pas totalement sincère, et donc méfiance. Voilà, c'est tout ce que je dis sur ce sujet. Mais merci de la question. Le matin, vous passez combien de temps à peu près pour choisir vos tenues? Vous vous y prenez comment? Bon, alors du coup, j'ai accéléré le processus parce que j'ai beaucoup de tenues. Donc en fait, je ne suis jamais dans le choix. En fait, c'est très simple. J'ai un tellement grand nombre de costumes et de vestes que je suis dans une rotation systématique. Mais déjà, comment vous faites pour les organiser? Est-ce que vous avez un dressing bien... Donc j'arrive à stocker dans l'appartement à tout moment, je dis n'importe quoi, une quarantaine de costumes et de vestes. Donc je fais un cycle au travers de ce qui est là devant moi, systématique. Je ne reporterai pas 1 sur 40. Voilà, il faut que j'ai fait les 40, et ensuite les 40 vont aller ailleurs, c'est-à-dire ils vont aller soit dans ma cave, soit à ma maison de campagne, pour que je puisse en sortir 40 autres et les passer tous. Donc vous voyez que je traverse le calendrier de manière systématique. Donc ça m'évite d'avoir à choisir, parce que je me dis, voilà, aujourd'hui je dois faire une tenue avec le prochain qui se trouve sur Donc vous perdez pas de temps en fait à vous poser des questions. Non, vous prenez celui qui vient. Non. Alors c'est pas tout à fait celui qui vient, parce qu'à tout moment, parce que j'embrasse beaucoup, il y a dans la sélection qui s'offre à moi ceux qui sont un peu plus conservateurs et ceux qui sont un peu plus exubérants. Donc aujourd'hui, j'ai un Prince de Galles 3 pièces carreau Parme. C'était parce que je voyais dans ma journée aujourd'hui l'opportunité de placer celui-là, parce que je vais pas aller en rendez-vous client dans un cadre où ce costume va dénoter. Donc ça, c'était un jour dans mon agenda où, parmi ceux qui s'offraient à moi dans leur rotation actuelle, je pouvais le placer, celui-là. Mais dans quelle situation, par exemple, ce costume, il dénoterait? Pourquoi vous pensez qu'il pourrait... Alors non, mais attendez, si je vais voir une banque d'affaires, un grand compte du CAC 40, qui tout ça c'est mon lot quotidien, etc., j'ai pas forcément
envie que l'exubérance de ma tenue soit la première chose que l'on voit et que ça devienne un objet de focalisation de la discussion ou quoi que ce soit. Donc, pour ce genre de rendez-vous que je vois venir dans mon calendrier, je vais prendre les pièces un peu plus conservatrices. Mais attention, ça peut être aussi un carreau, même un carreau, mais aussi une flanelle grise avec une rayure craie qui rentre tout à fait dans les codes. Donc, il y a quand même une certaine marge de manœuvre, mais à l'intérieur de ce qui est approprié pour une situation donnée, et je suis la plupart du temps dans des situations d'affaires. Et donc, j'attends à peu près les fenêtres de tir où je sais que j'ai une journée où les types de rendez-vous que je vais avoir ne vont pas m'empêcher de porter quelque chose d'un peu plus exubérant. Donc, les seuls choix que je fais, c'est vraiment conservateur ou un peu plus osé, en fonction des rendez-vous de la journée. Mais ça va très vite parce qu'en fait, je limite mon choix à ce qui se présente devant moi dans le placard. Et une fois que je les ai toutes passées au fil des jours, et donc là, on le voit défiler au fil du bloc, tac, j'en change et je repars sur une quarantaine d'autres pièces. Et donc, vous choisissez en premier le costume, toujours. Ensuite la chemise. Absolument, parce que c'est le costume qui est la pièce déterminante. Elle dit, tiens, c'est une journée avec un truc un peu plus osé ou quelque chose d'un peu plus conservateur. Et à partir de là, vous pouvez jouer sur le reste. Vous pouvez décider avec le costume un peu osé d'assagir avec une cravate conservatrice de couleur sombre, voilà, ou avec la pièce conservatrice, costume foncé. Vous allez dire, tiens, je vais mettre une chemise avec une rayure un peu plus punchy ou une cravate un peu plus agressive sur le plan visuellement. C'est à partir, moi, du costume que je décide où placer le curseur pour le reste des pièces. D'accord. Et est-ce que vous avez un tissu préféré, un motif préféré ? Bon, alors c'est par cycle, hein, mais clairement, depuis quelques années maintenant, j'ai adopté les rayures. Parce que pendant longtemps, en fait, je suis venu vraiment tardivement à la rayure dans les costumes, notamment les rayures espacées, façon rayure craie, etc. J'ai toujours trouvé que ça avait un style rétro, trop posé, trop film de gangster ou banquier, etc. Et donc, je les ai évités parce qu'il y avait une mauvaise connotation pour moi. Mais à partir du moment où j'ai décidé, à force de tout essayer et donc d'aller dans des terrains où je ne m'étais pas encore aventuré, donc les rayures, j'y suis venu en dernier, eh bien, je me suis dit, mais en fait, ça me va vachement bien. En fait, les rayures, c'est un truc génial. Pourquoi j'ai mis si longtemps à les adopter ? Et donc là, je suis encore dans une phase où les rayures me parlent parce qu'elles offrent beaucoup de possibilités. Malheureusement, comme j'avais précédemment dans ma vie adopté beaucoup de chemises rayées parce que j'aimais bien avec un costume uni une chemise rayée, je suis obligé de faire le pas inverse avec costume rayé et chemise unie. Donc je porte moins mes chemises rayées que j'aime beaucoup par ailleurs parce que je porte plus de costumes rayés. Et puis de temps en temps j'essaye de combiner les deux, mais c'est très 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 dur. Vous avez du mal, vous trouvez que c'est dur d'associer une chemise rayée avec un costume rayé ? C'est là où on peut se prendre le plus facilement les pieds dans le tapis. Il va falloir faire très très attention parce que ça peut être rapidement too much. Oui. Et c'est quoi justement pour vous too much ? À quel moment c'est trop ? Je pense que le too much, on le voit au niveau d'abord des couleurs. C'est-à-dire que une couleur à elle-même n'est jamais too much. Vous pouvez prendre la veste la plus voyante ou le pantalon le plus voyant ou la chemise même, etc. Si vous compensez rapidement, ou même la cravate la plus voyante, si vous compensez rapidement le reste de toute la tenue, eh bien, on dit, voilà, c'est un point de focalisation, même au niveau d'une pochette, etc. On peut faire ce qu'on veut avec une pièce. Donc, en soi, il n'y a jamais une pièce qui est too much. Mais quand vous combinez plusieurs pièces qui en elles-mêmes sont too much, c'est là où il y a les accidents. Donc en fait, c'est pas mal de temps en temps d'avoir cet équilibre, cette juxtaposition. Tout se fait par contraste entre des opposés. Cravate un peu voyante avec costume très sobre, ou alors veste un peu voyante avec une cravate très sobre, etc. Mais 2 ou 3 pièces très très voyantes, ça devient compliqué à réussir. Par contre, puisqu'on revient à comment faire, comment aller pousser le bouchon tout en étant très subtil, eh bien vous arrivez à combiner certaines pièces un peu voyantes au niveau des motifs, etc. Si vous savez trouver le juste dosage, un motif oui, mais
qui dénote pas trop, etc. Vous arrivez à faire des choses à l'intérieur de la contrainte, de l'élégance. Vous arrivez à faire des trucs complètement créatifs. Et là, entre connaisseurs, on regarde ça avec admiration mutuelle quand on voit un collègue qui arrive à faire ça. Voilà. Mais par contre, le truc où on se dit, bon, je vais juste associer les couleurs les plus éloignées les unes des autres, ça tourne rapidement à la catastrophe. Ok. Et je voulais savoir si vous étiez fidèle à des marques en particulier, par exemple pour vos chaussures, vos cravates ou vos chemises. Bon, alors on peut commencer par les chaussures en premier parce que c'est l'univers le plus facile à cerner. Vous allez sur du John Lobb, vous pouvez difficilement vous tromper. Alors ça vaut un peu cher, mais la qualité du cuir et le classicisme des coupes, vous faites un sans faute. Ensuite, dans la même cour, il y a Edward Green. Je suis moins en Edward Green, je pense, par rapport à la forme des chaussures, par rapport à la forme de mon pied, etc. Il y a d'autres marques comme ça que j'ai, qui sont des très belles marques, mais pareil, où il y a un problème d'adéquation entre la forme de mon pied et comment cette marque a décidé de faire ses designs. Mais c'est des très belles marques. Donc déjà, chez les grandes marques qui valent un peu cher, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Et au premier rang desquels, pour moi, c'est John Lobb. Et derrière ça, l'autre qui casse la baraque, c'est Crockett & Jones. Parce que finalement, vous avez le meilleur compromis possible et imaginable. Vous avez quelque chose qui est d'un classicisme intemporel, bien équilibré, avec en plus une qualité de cuir qui, ma foi, sans être dans la qualité de John Lobb, se défend très très bien et vieillit très bien, à un prix qui, même s'ils ne sont pas en entrée de gamme au niveau de prix, n'est pas le plus cher du marché. Donc pour moi, cette marque, Crockett & Jones, est juste mythique dans le fait qu'elle a associé tout. Une qualité de matière, un style et un prix qui est juste l'optimal. Et donc là, vous voyez ma philosophie. Ma philosophie, c'est comment on associe ces trois critères, le style, la qualité des matières et le prix dans un optimum. Je suis tout le temps en train de jouer sur ces trois critères. Et en fait, après, à partir de là, ça se décline sur certaines marques de chemises, sur certaines marques de costumes, où je me dis, ça, c'est une marque qui a tout compris. Parce que, je veux dire, depuis le début, je me suis dit, c'est pas sorcier, hein. Si quelque chose vaut très 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 cher, c'est pas facile de faire de la qualité. C'est pas compliqué de faire de la qualité, hein. Je veux dire, normalement, il y a une corrélation entre prix et qualité. Qui arrive à sortir de la qualité ou du style tout en gardant un prix raisonnable? Là, c'est déjà beaucoup plus une prouesse. Donc voilà le genre de marque que j'essaye de rechercher, et il y en a beaucoup et on les voit régulièrement sur mon blog. Et vous avez un peu de prêt-à-porter dans votre garde-robe? Beaucoup de prêt-à-porter. Absolument. Et puis vous mixez avec des tailleurs en grande mesure. Je sais que vous essayez aussi de la seconde main un peu. Oui. Alors là, moi, je pourrais en parler pendant des heures. Mais effectivement, vous avez plusieurs choix dans la constitution d'une garde-robe. J'ai des amis, c'est que du bespoke. Alors, ils n'ont pas beaucoup de pièces. À chaque fois que je les rencontre, c'est son costume numéro 7 ou son costume numéro 3, parce qu'en gros, je connais ces 10 costumes par cœur. Alors, c'est génial parce que c'est tout fait sur mesure chez les plus grands tailleurs du monde, mais ça reste finalement son univers d'expression à l'intérieur. Et puis, de l'autre côté, vous avez quelqu'un comme moi où on ne sait jamais trop, en fait, ce que je vais porter un jour donné. Et à la limite, quand vous me suivez un peu, vous voyez que ça change tout le temps. Et d'ailleurs, le blog est là pour le démontrer. Je mets au défi les gens de trouver 2 fois de suite la même tenue. Ils pourront penser à un moment donné qu'ils ont trouvé et puis s'apercevront que oui, mais c'est pas la même cravate, c'est pas la même pochette, c'est pas les mêmes chaussures, etc. Donc il y a toujours quelque chose qui change, ou alors c'est que je m'y suis mal pris, parce que je peux oublier aussi parfois. Mais sinon, le concept, c'est de toujours être en mouvement, donner quelque chose de différent, de nouveau, à l'intérieur de quelque chose qui semble en façade rester toujours la même chose. Bref, donc pour faire ça, vous pouvez pas le faire en bespoke. Enfin, moi, je suis pas... En fait, vous donnez sa chance un peu à tous les niveaux de qualité. Je suis complètement agnostique, je suis ouvert, j'ai pas les budgets pour pouvoir faire 300 costumes en grande mesure. Donc, en fait, la seconde main qui m'a permis d'accéder
à des pièces bespoke de tous les grands tailleurs, mais aussi de toutes les plus grandes marques de prêt-à-porter, mais aussi de petites marques de prêt-à-porter. Je ne juge que le vêtement en lui-même. Est-ce qu'il est bien coupé? Est-ce que c'est un tissu intéressant? Est-ce que j'ai envie de l'avoir dans ma garde-robe, etc. Et je me contrefiche presque de savoir qui l'a fait, pourquoi et à quel prix. Je sais mesurer la qualité intrinsèque des vêtements, et si le prix qu'on me propose est très intéressant par rapport à la qualité intrinsèque du vêtement, je saute dessus pour mes raisons personnelles, pour compléter un trou dans la raquette, etc. Donc voilà mon approche qui est ouverte à 360 degrés sur l'ensemble de ce qui est disponible, y compris un petit prêt-à-porter pas très noble, jusque la grande mesure, enfin, la plus grande maison faite avec le moindre détail. J'ai l'ensemble, et je dois être parmi les rares sur Internet aujourd'hui à avoir une telle approche aussi ouverte du vêtement. J'ai remarqué ça aussi. Est-ce que vous avez aussi, par exemple, des techniques particulières pour prendre soin de vos vêtements, pour les faire durer ? Alors, effectivement, si j'avais 10 costumes en grande mesure, je me poserais cette question et je serais sur des cintres épaulés et toujours le costume refermé dans une housse à fermeture éclair, etc. Au stade où j'en suis, je dois quand même, à un moment donné, accepter le fait que ces vêtements sont des objets de transition. Ils vont arriver dans ma garde-robe, ils pourront repartir. Si quelqu'un veut m'en racheter un à un bon prix, eh ben allez, hop, ça repartira, etc. Donc mon attachement au vêtement en lui-même en tant qu'objet est franchement secondaire aujourd'hui. Vous n'avez pas un attachement sentimental non, mais particulier. attendez, je vais être clair. Moi, j'ai déjà perdu des vêtements parce que j'ai déposé un truc chez je le citerai pas, mais chez un tailleur parisien en grande mesure où le pantalon a été perdu. J'ai, en laissant des choses chez tel retoucheur, retrouvé des trous de mythe dedans qui n'étaient pas auparavant. J'ai attrapé la poche de tel vêtement sur une poignée de porte, déchirer le truc, poubelle, etc. Donc vous savez que de toute façon, vous allez perdre. Donc il vaut mieux y aller avec l'esprit que tout ça n'est que transitoire, prendre son plaisir avec en disant c'est dans le renouvellement, le mouvement que le plaisir se fait et pas trop s'attacher. Donc j'essaye d'avoir une distance émotionnelle par rapport aux pièces et donc je suis pas du tout dans l'obsession de la préservation de l'objet et je prends pas un très grand soin particulier des chaussures comme d'autres font de manière obsessionnelle. Je me dis tout ça voilà est transitoire et ça évite de la peine de se faire oui. Ah non mais attendez, de toute façon il y a un truc, soyons clairs, par exemple parce que ce sujet de l'entretien est capital, vous pouvez avoir une approche, c'est la durée, mais la vérité c'est quoi? C'est qu'un vêtement de faible qualité, il va mourir plus vite que vous l'entretiennez ou pas. Inversement, un bespoke, vintage, 30 ans d'âge, dans un tissu increvable et avec une construction increvable, vous pouvez même délaisser le vêtement, pas vous en occuper super, un coup de vapeur, machin, mais le truc va avoir l'air flambant neuf. C'est juste la nature de ce vêtement et ça n'a rien à voir avec votre capacité à l'entretenir. Donc ceux qui pensent qu'ils ont un impact personnel sur le vêtement dans son éclat par rapport au fait qu'ils l'entretiennent se trompent, à mon avis, de combat. Il y a des vêtements qui sont juste des trucs qui vont traverser l'âge. Moi, j'ai un smoking de 1920, il a l'air neuf, etc. Et je sais pas le combienième propriétaire de ce smoking, mais vous voyez qu'il a eu d'autres propriétaires qui s'en sont occupés plus ou moins bien. On s'en fiche presque parce que le truc, il est juste incroyable, increvable. Et on voit ça d'ailleurs dans le vintage plus qu'actuellement parce que comme avec les tissus légers, tout va se déchirer ou vieillir plus vite. On a dans le vintage quelque chose d'autre avec des poids de tissu. On peut même commander aujourd'hui des tissus plus lourds si on a envie en faisant une commande et on aura une autre expérience de la durabilité de ce vêtement indépendamment du fait qu'on l'entretienne bien ou pas. Bon, ça c'est un aspect de la chose pour le vêtement. Maintenant, pour les chaussures, c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien entretenir vos lobes pendant 30 ans. C'est juste à force de port que les plis vont apparaître et avec la meilleure volonté du monde, un cuir qui est très ancien va commencer à avoir l'air usé. Inversement, vous prenez une chaussure de moindre qualité, mais dans les premiers mois, la première année,
ça va avoir l'air d'une chaussure neuve, géniale, sans plis, etc., indépendamment du fait que vous l'entretiennent ou pas. C'est simplement une question de la vétusté. Donc, dans le cuir, on a un effet de qualité, certes, parce que le lobe, il va pouvoir vieillir plus, mais à un moment donné, une vieille lobe, c'est une vieille lobe, avec toute la meilleure volonté du monde. Ça a été porté jour et nuit, été, hiver, et ça a l'air d'une vieille chaussure. Et donc, moi, j'ai cet esprit en disant, on a aussi un apport dans sa garde-robe de pièces nouvelles si on veut avoir le truc impeccable. Et les pièces anciennes au niveau de la chaussure, on pourra, avec toute la volonté du monde, on sera limité dans ce qu'on pourra obtenir. Donc, vous voyez, il y a des inversions entre chaussures et costumes. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir créé un peu votre garde-robe idéale ? Oui, clairement. Ouais, là, je serais fou de répondre autrement que oui. Hein. C'est quelqu'un qui a 300 costumes au moins, ne peut pas dire qu'il n'a pas sa garde-robe idéale, ou alors c'est qu'il a un problème. J'ai considéré que ces dernières années, ça a été une phase de ma vie où j'ai accumulé la garde-robe idéale de toute ma vie. Aujourd'hui, je joue sur quelques pièces à la marge, mettons, voilà, une pièce, tiens, j'avais pas eu l'idée d'un costume croisé dans un Solaro de couleur aqua. Bon, j'ai une pièce comme ça. Quand j'ai eu l'opportunité d'acquérir cette pièce, je me dis, c'est tellement inhabituel, pourquoi pas, essayons de voir. Et puis peut-être c'est une pièce que je finirai par revendre parce qu'elle est inhabituelle et que je vais m'en lasser, etc. Mais sur le fond, j'ai de quoi m'habiller pour 10 vies et j'en ai qu'une seule à vivre. Donc, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, il y a pas de problème. Maintenant, c'est voilà, comme un gastronome, etc. Il y a toujours des plats à découvrir. Voilà, c'est pas une question. On n'est pas en train de manger le plat pour se nourrir et survivre. On est en train de le faire par un plaisir du travail du cuisinier, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça l'approche. Quelle a été votre plus belle expérience liée aux vêtements, peut-être chez un tailleur ou pas forcément ? Oui, il faut toujours parler des expériences du début parce qu'après, c'est jamais comme la première fois. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un charme de l'innocence et de la découverte. Et donc, je vais quand même parler du costume en grande mesure Camps de Luca que j'ai commandé pour moi-même à un moment de mon parcours au début. Et l'histoire, comme on arrive sur cette commande qui était... il faut bien le dire, c'est juste, voilà, c'est très cher. Hein. Je veux dire, on va pas se voiler la face. Moi, je suis pas milliardaire, donc après, Camps de Luca a des clients qui eux sont milliardaires et qui peuvent commander 10 costumes par 10 costumes. Moi, un costume Camps de Luca à mon échelle, c'est déjà un Everest. Bon, bref, mais j'ai quand même décidé de franchir le pas parce qu'à un moment, je voulais comprendre si c'était moi qui débloquais ou si c'est que il me manquait une pièce du puzzle. Et je m'explique. Je commençais plus, si vous voulez, j'aiguisais mon œil, mon niveau d'exigence. Je commençais à être frustré par des tailleurs de niveau intermédiaire ou comment dire, ce qu'on appelle la demi-mesure, voilà. Bon, avec un certain nombre de raccourcis, des étapes machines, du semi-entoilé, des choses où, voilà, il y a un certain nombre de raccourcis qui sont pris, et puis ces raccourcis finissent toujours par à un moment donné poser problème, parce que même dans le processus de la demi-mesure, il y a un côté mesure industrielle, donc ils sont pas aussi précis parfois sur la prise de mesure, ou alors pas aussi volontaires dans le fait de faire des ajustements parce que ça leur coûte plus cher dans l'étape retouche et donc ils perdent de la marge. Bref, quand vous avez essuyé un certain nombre d'expériences où vous dites mais c'est pas ça exactement le vêtement sur mesure, vous dites non mais je deviens fou, comment se fait-il que je sois encore insatisfait alors que ces gens sont de bonne foi, ils satisfont tous les autres clients et moi, je demeure insatisfait. Est-ce que c'est moi qui débloque ou c'est eux qui ne sont pas à la hauteur? Et puis à un moment, je dis, mais Camps de Luca, ça vaut cher, mais c'est considéré comme le must, le top du top. Allez, je mets un billet de 6 000 € sur la table pour aller voir ce qui se passe et décider si je suis fou ou non. Et là, j'ai compris beaucoup de choses dans ce processus. Donc là, on est au sommet de l'art, en nombre d'heures, au niveau des détails, etc. Et j'ai compris qu'effectivement, il y a dans ce paysage des gens qui vont jusqu'au bout du bout du bout, avec un excès de détails, comme l'a écrit, alors quelqu'un, vous me demandiez un influenceur, je parlerai là de Simon Crompton, dans un article, il a décrit Camps de Luca dans son niveau de détail, je crois qu'il a appelé ça silly, c'est-à-dire voilà, c'est des niveaux de détail ridicules par l'excès, c'est-à-dire on n'a pas
besoin d'aller jusqu'à faire ce niveau de détail. Ça ne sert à rien et c'en est ridicule, mais c'est la beauté du geste, etc. Donc on est à certaines maisons, je pense que Cifonelli peut en faire partie, d'autres, etc., un peu moins connus, mais qui ont la même éthique de travail, d'aller jusqu'au bout du bout dans le détail. Bon, là, on touche à ce que la grande mesure peut apporter, que personne d'autre ne peut égaler. Et à l'intérieur de la grande mesure, même, il y a des gens où c'est approximatif et d'autres où c'est très, très bien fait. Voilà. Donc, voilà. Quand j'ai mis le doigt là-dedans, je me dis, OK, on touche à un autre monde. C'est vachement intéressant. Ça m'apprend beaucoup. Ça me nourrit beaucoup. Mais après l'avoir touché, j'ai pas ressenti non plus le besoin de m'exprimer ou d'exister que là-dedans. Je continue à rester quand même émotionnellement attaché au fait d'expérimenter, de voir des combinaisons. Je savais que ça pouvait pas tout se jouer autour de la grande mesure qui occupe une place absolument unique, et je continue à adorer la grande mesure, y compris dans des pièces d'occasion, etc., pour ce qu'elle apporte. Mais parfois, vous n'avez pas envie de commander un Prince de Galles avec un contre-carreau, je dis n'importe quoi, Parme, comme j'ai aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de même si, bon, aujourd'hui, je suis habillé en grande mesure, mais vous n'avez pas forcément envie que votre pièce en grande mesure, qui vous coûte beaucoup d'argent, soit cette pièce-là, que vous n'allez pas porter tous les jours. Donc, le prêt-à-porter accessible, voilà, joue ce rôle. Ça vous permet d'expérimenter dans un budget raisonnable, et puis votre billet de 6 000, vous allez le mettre sur la table pour votre costume bleu marine, grande mesure, pour aller dans les rendez-vous absolument incontournables avec votre plus grand client, etc. Donc chaque pièce, chaque niveau de qualité joue un rôle dans le vestiaire. Et je le revendique, et je crois que les followers le reconnaissent en moi, celui qui a la vision la plus ouverte du sujet, comprenant finalement où chaque chose se place dans une gamme, voilà, dans un spectre, et il n'y a pas de bon, de mauvais, de gagnant, de perdant. Et je déteste, puisqu'on parlait des questions, je déteste ce genre de questions qui me revient trop souvent sur est-ce que ça c'est meilleur que ça, est-ce que Kamzulaka c'est meilleur que Cifonelli. Je trouve ces questions ridicules, parce que chaque chose a sa place. Il faut savoir pourquoi ça nous intéresse, qu'est-ce que ça apporte de différent. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Les hommes qui sont obsédés avec ces classements, ils sont dans une démarche uniquement de classification pour se dire j'ai le top du top, j'ai le meilleur. Mais c'est tellement réducteur comme vision, ça veut dire qu'ils n'ont pas de jugement eux-mêmes pour décider ce qui leur parle à eux, dans leur personne, dans leur cœur, dans leur tête, etc. Il faut qu'ils se forgent leurs propres opinions, qu'ils aillent, qu'ils expérimentent, qu'ils aiguisent leur regard, qu'ils se forgent des convictions personnelles. Et c'est là le truc intéressant, c'est de travailler sur le développement de soi-même, pas de se faire dicter des classements ou des règles par d'autres. Ça demande quand même une certaine sensibilité personnelle, j'ai l'impression. Ah non, mais le vêtement, c'est une question de sensibilité. C'est pour moi, c'est dans le domaine artistique. C'est simplement de l'artistique que l'on fait pour soi-même, sur soi-même. Je ne sais plus quel poète. Alors bon, je ne sais plus si c'est, mettons, Jean Cocteau. Bon, il avait la citation sur l'élégance cesse de l'être à partir du moment où on la remarque. Mais donc, je ne pense pas que c'est lui qui a dit la citation suivante que je vais vous dire, mais mettons que c'est quelqu'un comme lui qui a dit que le vêtement est une idée de soi-même que l'on porte sur soi-même. Et donc, quelque part, voilà, il faut forger son identité, sa sensibilité, on la porte sur soi-même, et c'est un message qu'on envoie aux autres. Il faut comprendre que le vêtement est un langage, donc il faut apprendre avec les mots, la grammaire, etc. Voilà, donc c'est une éducation, et ça vous servira dans plein d'autres choses dans votre vie. À partir du moment où vous faites cette démarche, vous ne pouvez pas faire cette démarche et être fermé à d'autres types de démarches similaires sur la cuisine, gastronomie, vin, l'art, la littérature, etc. C'est vraiment se cultiver au sens le plus large, et la culture inclut le vêtement. Voilà. Et pour finir, je voulais savoir qu'est-ce que c'était pour vous un gentleman ? Une espèce en voie de disparition. Malgré une espèce de tentative menée par l'Internet pour le raviver, mais on voit bien que cette tentative est vouée à l'échec, vu que l'Internet, c'est l'antithèse du gentleman, vu que ça permet trop facilement à des opinions désobligeantes, malpolies, méchantes, haineuses de se propager. Ça, ce sont des comportements qui ne sont pas ceux des gentlemen. Donc, en fait, il y a une espèce d'antinomie entre gentleman et Internet. Mais je referme cette parenthèse. Le gentleman,
pour moi, alors après je peux prendre la phrase géniale de Desproges, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse mais qui a le bon goût de ne pas en jouer. Mais ça résume pas mal de choses cette citation, c'est-à-dire c'est le type qui se la ramène pas, qui sait pas mal de choses, mais qui vit son élégance de manière intérieure et pas juste une élégance dans le vêtement, mais dans l'état d'esprit, l'ouverture aux autres. Voilà, c'est l'idéal du leader. Moi, je suis très focalisé sur le leadership, donc sans révéler quoi que ce soit de ma vie professionnelle. En fait, c'est dans ce monde-là que j'évolue, avec des grands dirigeants. Donc, les sujets de leadership, tout ça, c'est mon pain quotidien. Donc, je vois en fait dans la posture du gentleman quelque chose qui est très intéressant sur le plan du leadership. Mais le leadership, il doit être incarné vraiment au plus profond de soi. Donc après, ces histoires de gentleman qui se créent par des accoutrements du gentleman avec un chapeau 3 pièces, un costume 3 pièces, un chapeau melon et un parapluie parce que c'est la caricature du gentleman anglais, c'est complètement ridicule. Le gentleman ne se détermine pas par le vêtement, parce que en fait, derrière le vêtement, il y a la personne, et la personne rayonne quelque chose qui transcende son vêtement. Donc vous ne pouvez pas penser devenir gentleman en vous habillant simplement comme un gentleman. Inversement, des gens qui sont des vrais gentlemen n'ont pas besoin de s'habiller en gentleman et parfois ne s'habillent même pas en gentleman et vous savez que cette personne est un gentleman. Vous voyez ? Donc c'est de ça dont on parle. Il y a une confusion liée ou propagée par l'Internet d'une confluence entre gentleman et vêtements. C'est très facile, c'est fainéant comme approche, c'est mené par Hollywood avec des images et ensuite c'est relayé par Instagram, etc. Et donc on fait fausse route et voilà, il est temps de prendre un peu de hauteur sur ce sujet et d'aller en profondeur, au plus profond de soi-même pour voir est-ce qu'on a les comportements de dignité, d'ouverture à l'autre, de gentillesse, gentle, c'est gentil, etc. Donc c'est généreux, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le vêtement. Il est temps de le dire haut et fort parce que là, on se trompe de combat. Alors moi, je suis pour que les gentlemen soient plus nombreux dans la société. Ça nous fera tous grandir. Donc, on a seulement des contre-exemples très visibles de ce que n'est pas un gentleman. Donald Trump, c'est l'antithèse du gentleman. Donc voilà. Et donc ça, c'est des figures qui sont trop visibles aujourd'hui dans la société. Et ceux qui sont des vrais gentlemen, parce que pour revenir à Desproges, c'est jouer de la cornemuse, mais n'en jouent pas. En fait, ils se mettent pas en avant. Donc la société les voit. Discret. Voilà, la société ne les voit pas. Ils jouent pas le rôle de modèle qu'ils devraient jouer dans la société parce que c'est des gens en retrait, humbles, au service des autres, etc. Or, c'est eux qui devraient façonner la société. Donc malheureusement, la caisse de résonance que donne Internet au phénomène des gentlemen est en train d'exacerber l'aspect sans doute le moins important de cette démarche qui est autour du vêtement. Donc là, on va repartir dans la caricature. C'est dommage. Donc, merci de l'opportunité que vous me donnez dans cette interview de dire mon couplet sur le sujet, en espérant que ça pourra en inspirer d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui, Adriano Dirnelli. Donc, on envoie les gens sur votre Instagram, c'est @Dirnelli, DIRNE2LI. Tout à fait. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcasts, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minutie, MINU2SI, ou par email à jessica@minutie.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.